Bonjour à tous, merci d'être là. J'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Chapelain qui a rejoint les PFL il y a quelques mois, bientôt 6 mois. Au mois de novembre, oui. Voilà. Et qui est directeur de recherche du Centre national de la recherche scientifique, ancien directeur de l'Institut polaire français, qui va nous parler de carottes de glace et surtout de ce qu'elles peuvent nous dire sur l'évolution du climat, de la pollution. Enfin, vous avez beaucoup étudié cette question. On bloque une salle bien chauffée pour vous faire parler de choses qui vous plaisent plus. On vous voit en photo avec des très gros équipements pour aller dans les pôles. Je vous laisse parler une vingtaine de minutes et ensuite on prendra les questions du public. Merci beaucoup Gaël. Merci à vous d'être ici pour entendre ce que j'ai à vous dire sur ce sujet qui nous intéresse a priori tous, l'évolution des gaz à effet de serre et ce qu'on peut apprendre du passé en étudiant les carottes de glace. Je précise que mon intervention prend place dans le cadre de l'EPFL, bien sûr. Également Ferring Pharmaceutical, qui est la chaire dont je bénéficie actuellement à l'EPFL. Et puis je préside également une fondation qui s'appelle la Fondation Ice Memory, sur laquelle on reviendra à la fin de ma présentation. Alors on commence par un constat dont vous êtes tous au courant. Je présente ici des cartes du monde, issu du dernier rapport du GIEC, le groupement d'experts intergouvernementaux sur le changement climatique. Et ces cartes du monde, elles représentent différentes situations du monde à la fin du XXIe siècle, avec ici la température. Donc quand on est sur du rosé pâle, la température n'augmente pas trop. Quand on est sur du rouge sombre, la température augmente beaucoup. Et vous voyez qu'on a différents scénarios d'un réchauffement global de 1,5 degré, 2 degrés, jusqu'à 4 degrés complètement à droite. Et en fait, ces scénarios que nos enfants vivront et nos petits-enfants vivront dans quelques décennies, dépend largement des émissions de gaz à effet de serre par nos propres activités, les activités humaines. Mais pas seulement. Elles dépendent également de ce qu'on appelle des rétroactions, c'est-à-dire comment le système Terre, le système climatique terrestre, va répondre à un climat plus chaud et potentiellement rajouter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère d'une manière naturelle. Et ça, c'est un processus qui intervient par différents réservoirs. Je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a dans ce graphique, mais juste pour vous expliquer que l'atmosphère ici, ça représente 800 gigatonnes, 800 milliards de tonnes de CO2 actuellement dans l'atmosphère. Et le CO2, en tout cas le carbone sous ses différentes formes, on le trouve également dans les plantes, on le trouve également dans les océans, avec des réservoirs très importants. Vous voyez ici les sols, par exemple, 2300 milliards de tonnes, à comparer à 800 milliards de tonnes dans l'atmosphère en forme de CO2. Vous voyez ici l'océan profond, on est à 37 000 milliards de tonnes. Donc en fait, le carbone sur la Terre est distribué entre différents réservoirs. Et les trois principaux qui nous intéressent, c'est l'atmosphère, dans laquelle on va retrouver les gaz à effet de serre, dont le CO2, la biosphère continentale et les océans. Et toute la question qui se pose pour nous, c'est comment ces réservoirs vont se comporter dans un monde plus chaud. Pour ça, on utilise l'histoire de la planète. Elle est riche de milliards d'années. On a la chance d'avoir à la surface de la Terre des sédiments sous différentes formes. Quand on étudie la composition de ces sédiments, on peut remonter à l'histoire de la planète et notamment l'histoire de l'atmosphère. Et parmi ces sédiments, il y a la glace. Vous avez sur cette photo, ici à droite, un glacier tropical sur lequel on distingue bien des couches, avec des couches sombres et puis des couches plus claires. Chacune de ces couches correspond à une année d'accumulation de neige. Et au fur et à mesure que cette neige va s'enfoncer, elle va petit à petit se transformer en glace. Et quand nous, glaciologues, on va sur le glacier et on produit une carotte de glace qui va traverser tout le glacier, c'est un peu comme si on parcourait une bibliothèque en récupérant des livres, un à un, qui nous racontent l'histoire de la planète, couche après couche, jusqu'au socle rocheux. Vous voyez ici une photo prise d'une de ces carottes de glace qui fait environ 10 cm de diamètre. Celle-ci, on l'a obtenue sur le glacier du Nevado Illimani en Bolivie, à 6300 mètres d'altitude. Et la glace que vous voyez ici, c'est vraiment la glace du fond avec un petit caillou qui s'est formé il y a 18 000 ans. Donc on ramène à la surface de la glace qui nous raconte l'histoire ici de la cordillère des Andes il y a 18 000 ans. Il se trouve que la glace, ce n'est pas seulement des grains de neige qui se transforment ensuite en glace, ce n'est pas seulement des impuretés qui sont incluses à l'intérieur, mais ce sont également des petites bulles d'air. Et ces petites bulles d'air, c'est comme des capsules d'atmosphère fossile. Ici, vous avez une représentation de ce que représente finalement un glacier quand vous partez de la surface. Au début, on a de la neige qui est peu cohésive, avec des grains séparés les uns des autres. Et puis, sous le poids des couches successives, ces neiges vont se transformer en névé, donc un matériau un peu plus compact, mais qui est toujours poreux. C'est-à-dire qu'entre les grains, l'air peut circuler.
Et puis il y a un moment, c'est de la glace, et l'air ne peut plus circuler, va se retrouver piégé. Et donc si on prend une molécule, par exemple, de gaz carbonique qui était présente dans l'atmosphère, et bien cette molécule, elle va parcourir ce chemin là, à travers la neige et puis le névé, jusqu'à, au bout d'un moment, terminer dans une bulle et être piégée et conservée pendant des centaines de milliers d'années, jusqu'à ce qu'on soit capable d'extraire son contenu et de retrouver la concentration, la quantité de gaz à effet de serre à l'intérieur. Vous voyez ici que c'est quelques photos qui représentent une lame de glace naturelle, avec ici un petit zoom qui vous montre à quoi ressemblent ces petites bulles. Elles font quelques dixièmes de millimètre de diamètre. Et tout l'enjeu, pour nous scientifiques, c'est d'arriver à extraire leur contenu sans polluer ce contenu et reconstruire fidèlement la quantité, notamment de gaz à effet de serre présente à l'intérieur. Alors c'est une science cette idée même d'utiliser la glace naturelle pour reconstituer l'histoire de la planète, c'est une idée qui remonte aux années 60. Et il a fallu passer les années 70 et 80 pour faire en sorte qu'on arrive au premier résultat. Et ça, on le doit beaucoup en fait à la Suisse et à la France. Ici, j'ai indiqué les deux personnes vraiment au cœur de cette science qui l'ont initiée, à la fois en Suisse et en France et au niveau mondial. Claude Lorius côté français et Hans Hochger, le professeur Hans Hochger de l'Université de Berne, qui nous a quittés dans les années 90 et qui a été un grand précurseur de cette science. Et vous voyez ici, 1980, 87, 88, pardon, 88, j'ai mes habitudes françaises, donc 80, 87, 88, 90 et puis 93, petit à petit, on a été capable de reproduire la quantité de gaz carbonique et d'un autre gaz à effet de serre, le méthane, présent dans ces petites bulles d'air. Alors au début avec seulement quelques petits points, et puis petit à petit les courbes se sont affinées, et puis on est arrivé à des résultats beaucoup plus détaillés que je vais vous présenter ensuite. Ces travaux ont une importance scientifique qui allait au-delà de notre communauté de glaciologues, parce que quand on parle de l'évolution des gaz à effet de serre, quand on parle de leur lien avec l'évolution naturelle du climat sur Terre, on ne peut pas évidemment ne pas intéresser les décideurs politiques qui, eux, s'appuient sur ces rapports du groupement d'experts intergouvernementaux sur le changement climatique. Le premier d'entre eux a été publié en 1990, puis vous voyez 1995, 2001, 2007, 2013, le dernier 2021. Ce sont ces rapports qui font foi aujourd'hui sur la science du climat, qui regroupent les travaux issus de milliers de scientifiques et qui font vraiment l'état de l'art de la science du climat. Et la science des carottes de glace y figure en bonne place. Alors, je ne vais évidemment pas rentrer dans tout le détail de l'histoire de cette science, mais je vais surtout mettre l'accent sur ce qui aujourd'hui fait toujours foi en matière d'observation de l'évolution des gaz à effet de serre à partir de cette matière première. Et ce qui fait foi, en fait, c'est le carottage qui a été conduit sur ce lieu, un immense désert de glace, au cœur du continent antarctique. Vous voyez, on est localisé ici, à 1500 km du pôle sud, à un lieu qui s'appelle Dôme-C, où la France et l'Italie ont construit une station permanente qui s'appelle la station Concordia. Ici, vous voyez le squelette de la station. C'est une photo qui a dû être prise au tournant des années 90-2000. Et cette station a été définitivement occupée à partir des années 2005. Et sous cette tente que vous voyez ici, a été conduit un carottage profond qui a atteint 3270 mètres de profondeur, ce qui est l'épaisseur de glace que vous avez sous ce lieu, situé à 3200 mètres d'altitude, à 1100 km de la côte. Alors, remonter de la glace de 3270 mètres de profondeur au cœur de l'Antarctique, ce n'est pas une mince affaire. Vous voyez ici la séquence des opérations. D'abord, je tiens à préciser que ça a été une opération européenne à laquelle la Suisse a fortement contribué, donc 10 nations européennes investies. Les opérations ont commencé en 1996-97. En 1998-99, horreur, le tube carottier reste coincé à 781 mètres de profondeur, impossible de le ramener à la surface. Il a fallu recommencer à zéro. Et donc en 99-2000, à nouveau, on repart de la surface et puis on atteint 1500 mètres de profondeur l'année suivante, 2800 mètres l'année suivante, 3200 mètres et 3270 mètres. Finalement, en décembre 2004, l'équipe ici, Sable-le-Champagne, on a remonté la dernière carotte de glace à plus de 3 km de profondeur. Et les résultats principaux, vous les avez là. On va passer un petit peu de temps sur ces courbes qui ont été obtenues grâce à ce fameux carottage européen. Et ça demeure aujourd'hui encore l'enregistrement qui fait foi quand on parle de l'évolution des gaz à effet de serre sur quelques centaines de milliers d'années. Prenons le temps de décrire ces courbes. D'abord, l'échelle de temps. Ici, on a la période actuelle. Là, on remonte dans le temps. On remonte à 800 000 ans en arrière,
qui correspond à la glace que l'on trouve à 3200 mètres de profondeur. Les derniers 60 mètres, la glace est mélangée, on ne peut pas vraiment l'interpréter, mais on a pu interpréter jusqu'à 3200 mètres de profondeur une glace qui s'est formée il y a 800 000 ans. Vous avez 3 courbes ici. La courbe en haut, en noir, c'est la température qu'il faisait à Concordia au cours de ces derniers 800 000 ans. On reconstitue ce signal-là en regardant les rapports isotopiques, c'est-à-dire la quantité d'atomes lourds et d'atomes légers, de l'hydrogène et de l'oxygène qui constituent la glace elle-même. Cette glace est essentiellement constituée d'hydrogène et d'oxygène 16, comme on l'appelle, et il y a une toute petite proportion où c'est du deutérium, c'est de l'hydrogène lourd, et de l'oxygène 18, qui est une forme d'oxygène un peu plus lourde. Et la proportion de ces éléments lourds, en fait, de ces atomes lourds, nous permet de reconstituer la température qu'ils faisaient dans le temps. Et vous voyez, aujourd'hui, on est dans une période, entre guillemets, chaude, c'est-à-dire que la courbe est en haut. Si on se projette ici, il y a 20 000 ans, c'était la dernière glaciation. La Terre était plus froide, en moyenne, de 4 à 5 degrés, et pour le site de Concordia, c'est environ 10 degrés plus froid. On remonte encore dans le temps, on trouve ici, il y a 130 000 ans, le dernier interglaciaire, la dernière période chaude qu'a connue la Terre, avant celle dans laquelle les humains se sont développés et se sont sédentarisés. C'était il y a environ donc 130 000 ans. Et puis à nouveau une glaciation, une période chaude, une glaciation, une période chaude, etc. On remonte 8 cycles climatiques, c'est-à-dire 8 séquences de glaciation et de périodes chaudes qu'a connue la Terre sur cette période de temps. Et ce que les bulles d'air nous ont permis de reconstituer en parallèle, et ça a été un travail sur plusieurs années en laboratoire, ça a été la quantité de dioxyde de carbone, de CO2, présente dans l'atmosphère, grâce aux petites bulles présentes dans cette glace, et la quantité de méthane, qui est un autre gaz à effet de serre, largement produit aujourd'hui par les activités humaines. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études scientifiques pour comprendre que statistiquement, il y a un lien extrêmement étroit. À chaque fois qu'il fait froid, on trouve moins de CO2 dans l'atmosphère, on trouve moins de méthane dans l'atmosphère. À chaque fois qu'il fait chaud, on en trouve plus. Et les variations sont importantes puisque le dioxyde de carbone, on l'exprime ici en ppm. Ce sont des millionièmes de l'atmosphère. En période froide, on en trouve environ 180 millionièmes de l'atmosphère. En période chaude, ça monte à 280, 300. Et vous voyez aujourd'hui, on est à 417 parties par million. Quant au méthane, en période froide, on parle là en milliardièmes, on est en ppb, donc c'est des milliardièmes de l'atmosphère. En période froide, on en a environ 350. En période chaude, il double pour atteindre environ 700, 800. Et aujourd'hui, on est là-haut. 2022, 1912 ppb, millionième de l'atmosphère. Donc ces courbes ont été extrêmement importantes, à la fois pour indiquer qu'il y a un lien extrêmement étroit entre variation naturelle du climat et variation de la quantité de gaz à effet de serre présente dans l'atmosphère. On peut utiliser ces données pour calculer quel a été l'impact de l'évolution de ces gaz sur le climat. Et la conclusion, c'est qu'environ la moitié de l'amplitude d'augmentation de température qu'on voit ici en Antarctique est due à cette évolution des gaz à effet de serre. Sans elle, la Terre n'aurait pas basculé entre période chaude et période froide avec l'amplitude qu'on a connue ici. Et la dernière information très importante, c'est qu'on a pu démontrer que sur les derniers 800 000 ans, ce qu'on a actuellement dans l'atmosphère n'a pas d'équivalent. Et les équipes européennes travaillent actuellement à remonter encore plus loin dans le temps. On a trouvé un site pas très loin de Concordia, à 40 km, où on espère remonter de la glace au fond qui s'est formée il y a 1,5 million d'années, et donc raconter cette histoire sur plus longtemps encore. L'étude de ces courbes et puis l'étude d'autres traceurs, notamment ce qu'on appelle les isotopes, toujours, hein, du carbone, du gaz carbonique, si je focalise sur le gaz carbonique, nous ont permis de montrer que l'essentiel de l'augmentation qu'on voit ici du gaz carbonique, naturellement, est lié à des processus d'échange entre le principal réservoir de CO2, qui est l'océan, et l'atmosphère. Et notamment, on a pu, alors là c'est le dernier rapport du GIEC qui date de 2021, on a pu étudier vraiment en grand détail comment se passe l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère entre la dernière maximum glaciaire, ce qu'on appelle le LGM il y a environ 20 000 ans, et le début de la période chaude dans laquelle on est depuis environ 10 000 ans. On a pu notamment se rendre compte, en utilisant un carottage américain, que cette augmentation se produit avec des sauts abrupts. Il y a des phases progressives, et puis là, on a 3 périodes où, en l'espace de à peine un siècle, le gaz carbonique effectue une espèce de saut dans l'atmosphère, qu'on a pu relier à des processus dans l'océan, et notamment dans l'océan qui entoure le continent antarctique. Donc vraiment des résultats importants pour anticiper ce qui va se passer dans le futur. Et puis on a pu également rajouter un autre gaz à effet de serre, c'est le protoxyde d'azote, le N2O. On en parle relativement peu parce qu'il est lié à des processus agricoles, essentiellement l'utilisation des engrais, notamment du nitrate.
mais c'est un gaz qui reste longtemps dans l'atmosphère et dont il va falloir effectivement contrôler les émissions si on veut stabiliser le climat de la Terre dans le futur. En fait, je pense qu'un résultat important à retenir de ces travaux, encore une fois, je ne mets pas ici l'ensemble des informations qui nous permettent d'arriver à cette conclusion-là, c'est qu'il va falloir porter un œil très attentif sur ce qu'on appelle l'océan austral. L'océan austral, c'est cet immense océan qui entoure le continent antarctique, qui est un océan au sein duquel la circulation est complètement ouverte, puisque aucun continent finalement ne l'arrête. Et sur cette carte-là, vous voyez ici l'importance qu'a cet océan pour capter aujourd'hui une partie du gaz carbonique qu'on émet dans l'atmosphère. Il faut savoir que vous roulez avec votre voiture, vous émettez du CO2, il y a environ la moitié de ce CO2, par chance, qui est repris par la nature. Et sur la moitié de ce CO2, la moitié va être prise par ce qu'on appelle la biosphère continentale, donc en gros la végétation et les sols sur les continents, et l'autre moitié par les océans. Et là, vous voyez la part des océans. En fait, 10% de ce captage du CO2 d'origine humaine par les océans, on le trouve dans l'Arctique, et 40% dans l'océan austral. Et ce que nos travaux amènent comme question, finalement, c'est dans quelle mesure ce processus, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, une partie de ce qu'on émet dans l'atmosphère est captée par la nature, va se poursuivre, ou va ralentir, ou va s'arrêter, voire potentiellement s'inverser. Ce qui fait que non seulement on doit contrôler les émissions de gaz à effet de serre émises par l'homme, mais on va peut-être devoir les réduire d'autant plus que la nature est en train de nous rendre ce qu'elle nous a gentiment mis de côté pendant quelques décennies. J'arrêterai là sur cette partie des gaz à effet de serre, juste pour introduire une notion qui me semble importante, c'est que les carottes de glace nous renseignent sur beaucoup d'autres choses, sur l'état de la planète, et nous renseignent sur l'histoire des pollutions. On y retrouve par exemple les pollutions en acide, les pollutions en radioactivité, les pollutions en métaux lourds. On y retrouve l'histoire des embruns marins, l'histoire des vents sur les déserts, on retrouve l'histoire de la glace de mer autour de l'Antarctique ou de l'Arctique. C'est vraiment extrêmement riche en informations. Donc il n'y a pas que les petites bulles d'air, il y a également le contenu même de la glace. Alors vous n'êtes pas sans savoir que les glaciers aujourd'hui sont menacés par le changement climatique, et pas qu'un peu. Vous avez sur cette carte ici les différents massifs glaciaires du monde qui sont représentés avec leur surface en vert et puis leur tendance de perte de masse en rouge. Et c'est issu en fait des travaux de la NASA qui utilise un satellite équipé d'un laser permettant de cartographier avec beaucoup de détails l'évolution temporelle des glaciers. Et la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des glaciers du monde sont en train de perdre de la masse d'une manière absolument extraordinaire. Et fort de ce constat, avec un collègue italien et un collègue français, on a décidé en 2015 de lancer une initiative qu'on appelle l'initiative Ice Memory, dont l'objectif est en fait d'aller sur quelques glaciers du monde, on en vise environ une vingtaine, dont on sait qu'ils ont une vraie valeur patrimoniale, parce qu'ils nous racontent une histoire qu'on a déjà pu déchiffrer avec les moyens scientifiques dont on dispose aujourd'hui. Et notre responsabilité, ce qu'on a lancé, c'est d'obtenir quelques carottes de glace de ces glaciers qu'on va transporter en Antarctique et qu'on va léguer aux générations futures. Le principe est assez simple, je pense que votre visite à l'EPFL vous en aura convaincu. La science est en perpétuelle évolution. Il y a des nouvelles technologies qui émergent, il y a de nouvelles idées scientifiques. En revanche, quand on parle de la science qui s'appuie sur la glace, elle va devoir d'ici peu faire face à la situation que la matière première aura disparu de la planète, et pour toujours. Donc ce travail, en fait, aujourd'hui, est concrétisé par une fondation qu'on a montée en janvier 2021, la fondation Ice Memory. On a la chance d'avoir un président d'honneur de marque, le prince Albert de Monaco, qui a été d'ailleurs le premier financeur de nos travaux, puisqu'on a monté ce schéma un peu original qui consiste à s'appuyer sur des institutions de recherche, dont une institution en Suisse, l'Institut Paul Scherrer, et puis des mécènes, donc la fondation du prince Albert II, la fondation Didier et Martine Prima, une fondation suisse, Thermo Fisher Scientifique et puis d'autres, nous permettant de financer ces opérations. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc on a, entre 2016 et puis cette année, on a pu conduire 8 opérations de carottage, plusieurs dans les Alpes, vous les voyez ici. On a débuté avec le Mont Blanc en 2016, entre la France et l'Italie, une opération au Grand Combin, pas très loin d'ici, au-dessus du col du Grand Saint-Bernard, à la frontière entre la Suisse et l'Italie, qui a été un échec, puisqu'en fait, à 25 mètres de profondeur, on a rencontré de l'eau dans le glacier. C'était trop tard. Le glacier était déjà devenu impropre aux études pour les carottes de glace. On a pu carotter sur le Mont Rose en 2021, là c'était une réussite entre l'Italie et la Suisse. Le glacier Calderon en Italie en 2022. En 2017, on était allé sur le glacier Nevado Illimani à 6300 mètres dans les Andes. Et puis avant le conflit en Ukraine, on avait développé des collaborations importantes avec la Russie.
Et notamment la Suisse avait pu conduire une opération sur le glacier Belouka dans l'Altaï russe. Et puis avec les Français, avec les Russes, avaient travaillé sur le mont Elbrouz, le sommet du Caucase, à 5300 mètres d'altitude. Donc là, on a pu prélever de la matière première, stocker de la matière première. Et ce mois-ci, on vient de terminer une opération sur un glacier du Svalbard, archipel norvégien, par 79 degrés de latitude nord. Et là encore, on a rencontré de l'eau dans le glacier à 25 mètres de profondeur, sur un site qu'on avait carotté en 2005, qui était parfaitement sec. Donc les choses vont vite, et on a encore un petit peu du pain sur la planche pour d'autres sites. Je le disais, l'objectif de cette opération, c'est de léguer ces carottes de glace aux générations futures, et ou trouver un endroit, un congélateur suffisamment fiable, pour que dans quelques décennies à quelques siècles, on soit sûr que les carottes de glace en question soient toujours utilisables et n'aient pas été victimes d'un accident industriel ou économique. Et bien voilà, la station Concordia, encore une fois, on est à 1100 km de la côte, et vous avez ici la température moyenne annuelle. Il y fait moins 55 degrés, naturellement. Même avec l'effet du réchauffement climatique, on sait qu'on restera à des températures largement inférieures à 0 degré pendant probablement des millénaires. Et donc on va creuser sur cette station une cave à 10 mètres de profondeur qui va nous permettre de stocker ces carottes qui serviront aux générations futures de chercheurs. Voilà, et je pense qu'avec ça, j'arrêterai ici pour laisser du temps aux questions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Il y a des micros qui vont circuler. Ils ne sont pas tout à fait prêts, donc je profite pour poser la première question. Oui, Gaël. Si vous vous projetez dans 50 ans et vous pouvez vous-même étudier ce qui aurait été conservé, c'est quoi, quel espoir vous avez? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir étudier plus profondément qu'aujourd'hui? Je pense tout ce qui a trait aux sciences du vivant. En fait, dans la glace d'un glacier, y compris dans les Alpes, on trouve des bactéries, on trouve des virus, on trouve des spores, on trouve des champignons qui sont transportés par les courants atmosphériques. C'est une science qui, pour l'instant, est peu développée parce qu'il est extrêmement difficile de sortir le contenu biologique de la glace sans le contaminer par toute l'atmosphère ambiante. Nous-mêmes, sur notre peau, on a une source de bactéries absolument énorme en permanence. Et donc ça, je pense que ce sera une science intéressante qui permettra d'étudier notamment l'évolution génomique de certaines bactéries au cours du temps, puisqu'on pourra suivre la même bactérie, siècle après siècle, à travers la même carotte de glace. Mais donc, si je comprends bien, ces études, elles mêlent de la physique, de la chimie, peut-être un peu plus de biologie et de génomique dans les années à venir. Quelles sont les autres sciences qui sont impliquées là-dedans? Les mathématiques également, puisque, par exemple, dater une carotte de glace, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de calculer la vitesse d'enfoncement d'une particule de neige qui est tombée en surface au cours du temps. Et ça passe par de la dynamique, des fluides, ça passe par les équations de déformation de la glace. Donc c'est fondamentalement des mathématiques combinées à de la physique. Merci. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Les micros sont là. Levez la main. Première personne ici. On commence ici et ce sera à vous ensuite, monsieur. Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Les climato-sceptiques ont tendance à minimiser l'impact de l'activité humaine sur l'émission de gaz à effet de serre. Est-ce que finalement les graphiques que vous nous avez présentés avec les successions d'époques chaudes et d'époques froides qui se sont succédées tout le temps ne donnent pas du crédit à leur discours? On peut effectivement l'interpréter dans ce sens-là, c'est-à-dire que naturellement, les gaz à effet de serre changent, le climat change, et que en fait, les deux vont de concert, et qu'on pourrait dire, après tout, aujourd'hui, s'il y a plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est peut-être juste lié à des processus naturels. Là-dessus, la réponse en fait, a été établie déjà il y a plusieurs décennies, c'est-à-dire qu'on a encore une fois des traceurs isotopiques. On regarde simplement la composition isotopique du carbone, du CO2 qui a été rajouté dans l'atmosphère, donc depuis maintenant 150 ans. Et en fait, il est marqué en carbone 13 et en carbone 14, de telle sorte qu'on ne peut pas dire autre chose que c'est des sources fossiles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la combustion de pétrole, de charbon et de gaz naturel que l'on n'a pas avec des processus naturels. Avec des processus naturels, on n'a pas du tout ces signatures isotopiques. Donc l'origine même du gaz carbonique, puis je parle uniquement du gaz carbonique ici, le fait qu'elle soit d'origine humaine, aujourd'hui, c'est pour critiquer ou contester cette assertion scientifique, je pense que ça relève du terraplatisme, à peu près. Après, sur la question, effectivement, pourquoi est-ce que finalement l'évolution naturelle du climat qu'on voit aujourd'hui ne serait pas liée au même processus que ceux qu'on a vus à ces échelles de temps-là? C'est justement l'échelle de temps. L'évolution qu'on voit sur 800 000 ans, en fait, le pacemaker, ce qui déclenche le fait que le climat se réchauffe et qu'ensuite les gaz à effet de serre répondent et amplifient, c'est l'orbite de la Terre autour du Soleil, qui est influencée par deux énormes corps qui sont Saturne et Jupiter.
Donc la position de Saturne et Jupiter fait que l'orbite de la Terre autour du Soleil change au cours du temps, avec des périodicités que l'on retrouve très clairement dans ces courbes-là, à 20 000 ans, 40 000 ans et 100 000 ans. À l'échelle de 150 ans, les paramètres de l'orbite terrestre autour du Soleil ne changent absolument pas. Et à l'horizon des prochains, on a pu le calculer, parce que c'est de la mécanique céleste, hein. On calcule les orbites des différentes planètes, on calcule les orbites de la Lune, on est capable de le faire sur des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Donc quand on effectue ces calculs pour les prochaines dizaines de milliers d'années, en fait, on ne retrouve pas une configuration permettant de rentrer en glaciation avant environ 60 000 ans. Donc pendant 60 000 ans, il ne faut pas attendre un mécanisme naturel qui fasse en sorte que on va rentrer dans une glaciation telle qu'on le voit aujourd'hui. Qui plus est, ce qu'on a mis comme pichenette, c'est pas qu'une pichenette d'ailleurs dans le système aujourd'hui, c'est des quantités de CO2 qui sont absolument énormes, et pas que de CO2 encore une fois, quand on regarde par rapport aux courbes. Donc certes, le climato-scepticisme, il est là. Hein. Moi, j'ai dû répondre à un certain nombre de climato-sceptiques pendant, je dirais, plusieurs décennies. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, le discours scientifique est toujours prudent. Le premier rapport du GIEC, on disait que s'il était probable que l'évolution de la température que l'on voyait était liée aux gaz à effet de serre. Le dernier rapport de 2021, il dit c'est certain. Et on peut imaginer, on peut rentrer dans des grandes théories du complot, que moi-même je serais payé par je ne sais pas trop qui pour arriver à ces résultats-là. Bon, aujourd'hui, j'ai des enfants, comme vous, je suppose. Je rêverais de trouver dans les carottes de glace une démonstration qu'on n'a pas de souci à se faire. Mais hélas, je n'ai pas trouvé encore. Voilà ce que je peux répondre. Merci, monsieur. Merci pour votre présentation très intéressante. Vous avez parlé des glaciers qui fondent en dessous et donc par conséquent les carottes de glace qui sont plus utilisables en tant que telles. Cette fonte des glaciers profonds fait que ça libère, comme vous l'avez dit, des virus, des bactéries et tout ce genre de choses-là. Donc toute cette eau qui est libérée, elle va rejoindre l'eau d'Evian, je schématise à l'extrême, mais ensuite de ça, ça libère aussi des virus inconnus, des bactéries inconnues, et donc quel est l'espace-temps qu'on a pour réagir? Excellente question. Difficile d'y répondre. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a probablement, je pense par exemple, la bactérie à l'origine de la peste noire qui a tué des millions d'Européens entre 1357 et 1364, si mes souvenirs sont bons. Il y a la moitié de la population européenne qui a été décimée par cette bactérie. Il est fort probable que la bactérie en question, elle est présente dans de la glace, dans les Alpes, à une certaine profondeur. Et que le jour où effectivement cette glace fond, la bactérie en question est relarguée dans les eaux de fonte, atteint les torrents, etc. De là à en faire un problème de santé publique, je ne saurais pas trop vous dire en fait. C'est possible que ce soit quelque chose qu'il va falloir surveiller. Après, il ne faut pas non plus se faire trop peur parce que je reprends l'exemple des retombées radioactives. Alors, vous savez qu'il y a eu l'événement de Tchernobyl en avril 1986. Et je peux vous dire au moins qu'en France, les douaniers avaient dit qu'ils étaient très forts, ils avaient arrêté le nuage. Et donc la France n'avait pas été du tout affectée par Tchernobyl. Pas de chance, sur le site du Mont Blanc où on a carotté en 2016, on retrouve très bien les traces de Tchernobyl. On a l'horizon d'avril 1986 avec un pic de radioactivité qui vraiment on ne peut pas le louper, quoi. Et donc si on dit ça, on dit oula, mais attention, la neige du Mont Blanc est dangereuse. En fait, si je bois de cette eau-là, je vais m'intoxiquer. Il faut relativiser. En fait, les quantités de radioactivité qu'on retrouve marquent Tchernobyl, mais en fait, l'eau en question, vous pourriez toujours la boire. On est en dessous des seuils qui la rendraient toxique pour l'humain. Donc est-ce que par rapport aux bactéries, aux virus relâchés, on est dans la même situation? Je ne peux pas vous dire. Mais il faut quand même aussi relativiser les quantités qu'on trouve dans la glace. La glace reste quand même un matériau assez pur, fondamentalement. Peut-être un tout petit complément. On a eu plus tôt cet après-midi un autre professeur qui s'appelle Tom Matin, qui est spécialiste de l'étude des glaciers, donc pas des carottages de glace, mais des glaciers, et de leur microbiome, c'est-à-dire tous les êtres vivants, toutes les cellules, tout ce qui se passe autour des glaciers. Il avait l'air comme ça d'être plus inquiet par les barrages qui bloquent l'eau qui descend des glaciers et qui bloquent donc la continuation du mouvement de tout ce qui est relâché par des glaciers. Et sa conférence, comme toutes celles qui ont été données pendant ces 2 jours, sera, et donc tout est filmé et sera diffusé sur notre site internet, donc epfl.ch, dans les prochains jours. Vous pourrez la regarder en replay. D'autres questions? Monsieur, un petit instant, on attend juste le micro, sinon on ne vous entendra pas justement dans la vidéo. Bonjour, merci beaucoup.
Petite question là, parce que bon, sur les graphiques dans lesquels on avait le temps, les 8 cycles, et puis il y avait le carbone, le CO2, et sauf erreur de ma part, le méthane. Ouais, celui-là. Je sais que c'est difficile à définir, mais si, parce que bon, comme l'être humain est pas du tout responsable et assez simple d'esprit si on veut, est-ce qu'il y a un élément qui est le plus néfaste qui existe sur lequel les efforts politiques puissent se focaliser pour réduire, parce qu'on ne va pas réverser, mais on peut ralentir l'effet de serre effectivement qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle on devrait vraiment se focaliser, quoi? On aimerait avoir une recette miracle, mais hélas, la recette est complexe, à la fois pour s'adapter et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quand on regarde les différents compartiments d'émissions d'origine humaine, on a le transport, on a l'agriculture, on a le tertiaire, les bâtiments, le chauffage des bâtiments, on a la fabrication, tout ce qui est l'industriel, la production de nouveaux composants. On a des choses auxquelles on ne pense pas spontanément, l'utilisation du ciment par exemple. Aujourd'hui, l'industrie on va dire architecturale, en tout cas du bâtiment, utilise toujours beaucoup de ciment. Et le ciment, aujourd'hui, c'est plus de 5% des émissions de CO2 au niveau mondial. Juste le ciment. Parce que le processus même de fabrication du ciment amène à produire du CO2, puisqu'on transforme du calcaire en chaux, et donc on enlève du CO2 de la pierre. Plus, on brûle, évidemment, beaucoup de produits pour amener la pierre en température. L'informatique est de plus en plus importante aussi, parce qu'on a d'énormes data centers qui sont des gros consommateurs d'énergie. Et je pense que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un des sujets, effectivement, qui arrive, hein, de toute façon, en tout cas qui est déjà là. Donc il n'y a pas une réponse avec un objectif particulier. Il faut attaquer tout de front. L'agriculture, je pense qu'on a trop tendance à l'oublier, parce que l'agriculture, c'est pas seulement le fait que quand on fait fonctionner une ferme, on utilise de l'énergie fossile et donc on émet du CO2, mais le méthane, par exemple, le méthane est largement produit par le bétail, parce que les ruminants, en fait, produisent, dans leur respiration, émettent beaucoup de méthane par leur digestion en fait, des aliments qu'ils ingèrent. Et puis la culture du riz également. Il ne faut pas oublier que là, on est en Suisse, mais même déjà en Italie, pas trop loin, mais dans tous les pays d'Asie, on cultive énormément de riz. Et le riz est une énorme source de méthane. Le protoxyde d'azote, je le mentionnais, le N2O. Le N2O prévient essentiellement en fait, de la transformation du nitrate qu'on rajoute comme engrais pour rendre les terres plus fertiles. Et en fait, une bonne partie du nitrate qu'on met dans les engrais se transforme en protoxyde d'azote qui est relargué ensuite dans l'atmosphère. Et c'est un gaz à effet de serre qui a un temps de résidence dans l'atmosphère de plus d'1 siècle. Donc une fois qu'il y est, il y est pour longtemps. Donc il faut tout attaquer de front. Je dirais qu'il n'y a pas, c'est pas business as usual pour tout, et puis on va focaliser uniquement sur les transports, par exemple. Il faut vraiment, je dirais, tout attaquer de front, et puis derrière, il y a des questions, je ne suis pas le spécialiste en la matière, mais il y a des gens ici, hein, sur la justice climatique. En fait, mais est-ce qu'il y a un gaz qui est pire qu'une autre? Je sais que c'est peut-être trop simplifié, mais... Oui. Bah, si on veut des résultats à court terme, le méthane est un bon candidat. Parce que le méthane a l'énorme avantage, entre guillemets, qu'il reste, une fois qu'on l'a mis dans l'atmosphère, en moyenne, il reste une dizaine d'années. Donc si on réduit les émissions, on verra l'effet rapidement derrière. Et puis le méthane, molécule par molécule, est 25 fois plus efficace que le gaz carbonique pour absorber le rayonnement infrarouge, qui est le mécanisme de l'effet de serre. Donc le méthane, effectivement, est une cible, je dirais, pas très très compliquée sur le plan politique, même s'il y a des difficultés à mettre en place, par exemple, des nouvelles voies de culture du riz, par exemple. Et après, on sait faire du riz qui émet moins de méthane, mais comment implanter ça ensuite en Thaïlande, en Indonésie, en Chine, etc. Enfin, des pays très pauvres où il y a des cultures, il y a des habitudes. Mais fondamentalement, oui, ce serait un bon objectif. Et le protoxyde d'azote, lui, il a l'autre extrême, c'est-à-dire que finalement, faire une agriculture qui nécessite moins d'intrants sous forme d'engrais, ou en tout cas qui utilise mieux les intrants de manière à ce qu'il y ait beaucoup moins de la fraction de nitrate injecté qui se transforme en protoxyde d'azote, là aussi on est gagnant parce que finalement on met moins d'intrants, donc ça coûte moins cher, et puis on récupère moins d'un gaz qui va rester dans l'atmosphère très très longtemps. Merci beaucoup. Voilà. Merci. D'autres questions encore, j'imagine? Oui, madame devant, ici. Merci. Et puis, monsieur derrière ensuite, si c'est juste. Oui, merci pour votre présentation. Je voulais juste vous poser une question en restant sur ce graphe. Est-ce qu'il y a une corrélation avec les effets aussi, peut-être qu'on peut mesurer au pôle Nord, parce qu'en fait, là, on est au pôle Sud, et puis oui. il y a cette épaisseur de glace qui est tellement
monstrueuse qu'on se dit qu'il n'y a rien qui va pouvoir l'affecter. Mais au pôle Nord, on a l'impression qu'on a des effets beaucoup plus, et qu'on les voit vraiment clairement maintenant. Mais est-ce qu'à l'époque, on a déjà mesuré, enfin, avec ces pics-là, est-ce qu'on avait aussi des mesures, et puis, disons, qui indiquent que peut-être, tout à fait. quand il y avait ces pointes... Je peux vous montrer ce travail-là que j'avais publié, il fait déjà maintenant près de 30 ans, ça ne rajeunit pas. Ce que vous voyez ici, c'est l'évolution de la température au Groenland. Et on a pu reconstituer, en fait, là vous l'avez sous forme de signal isotopique, donc ça ne vous parle pas beaucoup, c'est le rapport oxygène 18 sur oxygène 16 de l'oxygène de la molécule d'eau. Mais en fait, quand on le transforme en température, ici on a des amplitudes de près de 20 degrés. Donc effectivement, au Groenland, les variations de température qu'on a pu observer sont beaucoup plus amples que celles en Antarctique, et c'est lié à ce qu'on appelle le phénomène d'amplification arctique, c'est-à-dire que l'évolution de la glace de mer et l'évolution des courants marins en fait, dans l'Atlantique et l'Arctique ont une grande influence sur ce qui se passe dans ce secteur-là, plus que ce qu'on peut voir en Antarctique. L'Antarctique, effectivement, est quelque part un peu isolé du reste du monde et voit des amplitudes de changement de température moins marquées qu'ailleurs. Il y a juste la péninsule antarctique qui fait face à l'Amérique du Sud, qui voit notamment en raison de l'évolution de la glace de mer des empreintes de température similaires à ce qu'on voit en Arctique. Ouais. Merci, je vous en prie. Bonjour. Dans votre présentation, du coup, vous avez cité 2 facteurs qui ont influencé ces dernières années, notamment le changement climatique. Donc, premièrement, les effets de serre, et deuxièmement, donc, le mécanisme céleste avec Saturne et Jupiter. Donc, la question que je me pose, c'est la période de l'optimum médiéval, il me semble, qui s'est produit il y a environ 1000 ans. Elle n'a pas l'air donc d'avoir pour cause les gaz à effet de serre, oui, du coup, les mouvements célestes de Saturne et Jupiter qui semblent quand même avoir un impact sur de longues durées. Et du coup, quelles sont les causes de cet optimum? Merci pour votre question. Ça me permet effectivement de préciser d'autres éléments qui interviennent dans l'équilibre radiatif de la planète. Quand on parle du petit âge de glace qui s'est déroulé à peu près des années 1500 au milieu du 19e siècle, et puis, quand on parle effectivement de l'optimum médiéval, qui était plutôt centré entre les années 1000 et les années 1300, les mécanismes en fait, qui changent la balance radiative de la Terre à ces échelles de temps, c'est le volcanisme et l'activité solaire. Et il se trouve que pendant l'optimum médiéval, on a été dans une période de relativement forte activité solaire, qui fait que la constante solaire, donc la quantité de watts par mètre carré que nous envoie le Soleil en permanence, était plus importante qu'aujourd'hui. Et en revanche, pendant le petit âge de glace, on est passé dans des périodes où effectivement l'activité solaire était moins importante. Ça, c'était un des facteurs, mais le facteur prépondérant, ça a été la fréquence des volcans, des éruptions volcaniques. Et les éruptions volcaniques, ce n'est pas juste une éruption volcanique comme on a pu vivre par exemple celle en Islande en 2010, qui a très peu d'impact sur le climat parce que le panache volcanique reste dans les premiers kilomètres de l'atmosphère. C'est plus des éruptions comme le Pinatubo en 1991, en juin 1991, qui lui a envoyé un panache à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. Et là, le panache volcanique est réparti sur toute la surface de la Terre, en fait, de l'atmosphère, et là joue un rôle bloquant vis-à-vis de l'énergie solaire que reçoit la planète. Et le Pinatubo, si je reprends cet exemple-là, a conduit à un refroidissement très sporadique sur 2 à 3 ans d'environ un demi-degré. On l'a très bien observé. Et donc ce qui s'est passé pendant ces périodes que vous avez mentionnées, c'est qu'on a eu une espèce de regain d'activité volcanique pendant le petit âge de glace. Par exemple, la décennie la plus froide des derniers 1000 ans, c'est la décennie 1810-1820. Parce qu'il y a eu 2 éruptions cataclysmiques en Indonésie qui ont conduit effectivement à des années sans été, qui ont déjà d'ailleurs conduit à des famines extrêmement fortes, etc. Donc on pourrait, en tant qu'humain, espérer que dans les décennies à venir, on a des espèces de super éruptions volcaniques qui viennent compenser notre activité. Il faudrait que ça dure. Et puis, quand on parle de géo-ingénierie, donc comment modifier le climat de la Terre par des techniques artificielles, en fait, une des idées qui est là depuis maintenant 2 ou 3 décennies, c'est de créer du volcanisme artificiel. C'est-à-dire, on prend du dioxyde de soufre, on l'envoie à 20 km d'altitude. À 20 km d'altitude, il va être photodissocié, il va s'oxyder avec la vapeur d'eau pour se transformer en sulfate. Et le sulfate va faire des toutes petites gouttelettes qui réfléchissent l'énergie solaire. Donc c'est comme si on créait une espèce de parasol à 20 km d'altitude. Et donc on réduit la quantité d'énergie solaire arrivant à la surface, et donc on refroidit le climat. On ne maîtrise pas du tout, évidemment, sur les techniques comme ça, les conséquences autres, parce que l'acide sulfurique qui finit par revenir à la surface, c'est un acide, donc on acidifie les surfaces, que ce soit l'océan ou les surfaces terrestres.
Et puis, enfin, oui, donc c'est un côté un petit peu apprenti sorcier. Et puis surtout, une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Parce que pendant ce temps-là, les gaz à effet de serre, ils continuent à monter. Voilà, donc c'est une réponse un peu complexe à votre question, mais effectivement, ça me permet de dire qu'en fait, quand on regarde le climat à différentes échelles de temps, aux échelles de temps des dizaines de milliers d'années, l'orbite de la Terre autour du Soleil est un facteur très important qui est amplifié par les gaz à effet de serre. Quand vous regardez des échelles de temps de millions d'années ou dizaines de millions d'années, c'est essentiellement l'équilibre qui existe entre le volcanisme, qui est une source de CO2, donc qui amène quand c'est un volcanisme entretenu, qui n'est pas juste ce que je viens de mentionner au niveau du sulfate, qui entretient un climat chaud, et c'est compensé par le fait que quand il y a la dérive des continents, quand des continents s'ouvrent, donc aux échelles de dizaines de millions d'années, c'est ce qui se produit, ça accroît l'érosion des continents, et en fait l'érosion des continents amène à piéger du CO2 dans les sédiments. Donc en fait, c'est ça les grands mécanismes qui contrôlent la quantité de CO2 qui est présente dans l'atmosphère. Et puis c'est rajouté donc depuis 150 ans un mécanisme qui n'était pas là, qui est le fait qu'on a pris du carbone fossile, qui était stocké depuis des dizaines de millions d'années, sous forme de gaz, de pétrole et de charbon, qu'on le brûle et qu'on met ce CO2 dans l'atmosphère. Très vite. Puisqu'il a fallu des dizaines de millions d'années pour former ces réservoirs. Voilà, j'espère que... Désolé, la réponse est un petit peu longue, mais... Merci. On peut faire sans pause. Comme ça, on prend encore 5 minutes. Je vois qu'il y a encore, en tout cas, 2 questions. Ici, et puis monsieur ensuite. Et ensuite, on passerait à quelque chose de très intéressant aussi. Donc, on devra vous couper, mais je vois qu'il y a ça suscite beaucoup d'intérêt. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. On parle beaucoup des techniques de capture et de stockage du CO2, mais dans quelle mesure est-ce que ça pourrait nous aider à freiner cette augmentation qu'on voit là? Je pense que je ferai la même réponse. Il faut faire feu de tout bois. Il n'y a rien à exclure. Et donc les techniques de captation de CO2, je pense que de toute façon, il faut continuer la recherche là-dessus. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas se reposer sur le principe qu'un jour, on aura la technique. Parce qu'encore une fois, on a dans les tuyaux déjà un réchauffement qui est en place, qu'on a mesuré dans l'atmosphère. Il faut savoir que 90%, je dis bien 90%, excusez-moi, 90% de l'énergie supplémentaire à rajouter à la surface de la planète par le fait qu'on a rajouté des gaz à effet de serre dans l'atmosphère depuis 150 ans, 90% est stocké dans les océans. D'accord ? Ce qu'on voit dans l'atmosphère, c'est les 10%. Et là encore, on ne sait pas en combien de temps l'océan va être suffisamment gentil au niveau mondial pour nous stocker cette énergie en extrait. Donc il faut faire feu de tout bois. Et vu ce qu'il y a déjà dans les tuyaux, je pense qu'il faut surtout travailler à la réduction des émissions. De toute façon, on n'y coupe pas. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où parier sur une technologie qu'on n'a pas, c'est extrêmement risqué. Parce qu'en fait, on est déjà à devoir gérer la crise. On en voit de plus en plus les effets. En fait. Ça fait, je dirais, des décennies qu'on dit que les événements extrêmes seraient plus fréquents dans un climat plus chaud, simplement parce que la machine thermodynamique terrestre a plus d'énergie dans le système. Donc tout ce qu'elle produit, en termes de vent violent, en termes de sécheresse extrême, etc., se renforce. Donc en gros, là où c'est sec, c'est de plus en plus sec. Là où c'est très humide, c'est de plus en plus humide. Et vous rajoutez ça à l'augmentation du niveau des mers, on a quand même 600 millions d'individus qui vivent à moins de 100 km des côtes. Ce qu'on a aujourd'hui dans les tuyaux à l'horizon de la fin du XXIe siècle, c'est environ 1 mètre de niveau des mers supplémentaires. Et ce qui est en train de se passer en Antarctique, on disait l'Antarctique est gentil. En Antarctique de l'Ouest, c'est-à-dire la partie qui fait face à l'océan Pacifique, il y a 2 glaciers qu'on surveille par données satellites depuis un bon petit moment déjà, qui donnent vraiment des signes de faiblesse. Et il y en a un des 2 qui a un potentiel de 2 mètres de niveau des mers. Donc quand il affiche le camp, on se prend 2 mètres. Et 2 mètres, je peux vous dire que pour les pays comme le Pays-Bas, le Bangladesh, on ne parle pas des îles dans le Pacifique, etc., mais même sur des populations européennes importantes, ce n'est pas négligeable. Donc oui, travaillons sur les techniques de captage. Peut-être qu'à un moment, de toute façon, il y aura... Dernier espoir, ce sera ça, comment est-ce qu'on ramène le CO2 plus bas dans l'atmosphère. Je tiens à mentionner d'ailleurs un chercheur de l'EPFL qui travaille là-dessus. Il s'appelle Kumar Agraval, il est à Sion, là, donc campus EPFL Vallée-Wallis, et il travaille sur des membranes en graphène qu'il travaille en fait vraiment à l'échelle atomique pour être capable de séparer la molécule de gaz carbonique de la molécule de diazote, donc la molécule principale de l'atmosphère. Et actuellement, il a des prototypes qui fonctionnent avec une échelle comme ça, quoi. Voilà. Alors après, monter en gamme pour industrialiser la chose et puis faire en sorte qu'on soit capable de capter des dizaines de milliards de tonnes de CO2, puis pas seulement les capter, mais après le transformer et puis en faire quelque chose. Il y a quelques enjeux industriels.
Merci. On déborde un petit peu. Je vous propose une dernière question. Vous avez compris, le but, c'est uniquement qu'on puisse finir sur une note positive, donc je l'attends, mais peut-être qu'on ne l'aura pas, c'est comme ça. Alors, bonjour. Moi, j'ai une question d'une nature différente, très très pratique. Oui. J'imagine que s'il faut effectuer un forage ici sur le campus de l'EPFL, on a tout ce qu'il faut à disposition. Quand on va sur l'Illimani à 6300 mètres d'altitude, comment on organise ça? Comme vous le disiez, est-ce que c'est portable? Comment on fait pour faire parvenir tout ce matériel à cette altitude? Ça a été une opération extrêmement compliquée, celle de l'Illimani, parce qu'au col du Dôme, on avait pu s'y rendre donc au Mont Blanc en hélicoptère. On était à 4300 mètres d'altitude, et là, un hélicoptère peut emmener la charge utile, peut redescendre les carottes de glace à Chamonix, et puis ensuite on les emmène au laboratoire. Illimani, il a tout fallu faire avec une logistique humaine. Donc il y avait 60 porteurs et guides de haute montagne impliqués, avec un camp de base à 4500 mètres, un camp intermédiaire à 5500 mètres, et le site de carottage à 6300 mètres. Et donc il y a 2 tonnes de matériel qui ont été montés à dos d'homme, là-haut, et redescendus bien sûr à la fin de l'opération, au bout de 3 semaines. Et 1,5 tonne de carottes de glace descendues à dos d'homme, à raison de 30 kg par porteur, et qui descendaient la nuit parce qu'il fallait que ça reste bien froid, à l'allure des frontales. Voilà, donc ça a été, oui, une sacrée mission. C'est mon collègue Patrick Ginot, là, en France, qui a organisé ça. Et je pense que ça a été compliqué, mais ils sont motivés sur ce projet. Voilà. Puis on disait par rapport à note d'espoir, bon, effectivement, c'est difficile quand on parle de changement climatique et de ces sujets-là, parce que chacun part en se disant à quoi bon, quoi. Je suis père de 3 enfants, encore une fois, et j'ai pas le droit de me dire, et je pense qu'aucun de nous a le droit de se dire à quoi bon. Effectivement, si chacun d'entre nous devient le plus vertueux de la Terre et n'émet plus du tout de gaz à effet de serre, on verra même pas la différence. Si c'est la France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, on ne verra même pas la différence. Donc on voit bien que c'est un enjeu qui est absolument considérable, mais je veux dire, on a des enfants et des petits-enfants, on ne peut pas baisser les bras, quoi. Donc tout est bon à prendre, et puis surtout, il faut aussi se mettre dans une logique d'adaptation, parce que de toute façon, il va falloir s'adapter. Je pense à l'agriculture, encore une fois, je pense aux environnements dans lesquels on vit, où les quantités de précipitations ne seront peut-être pas celles auxquelles on est habitué. Il faudra faire avec le défi de la gestion de l'eau notamment. Voilà. Merci beaucoup. Merci.